Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Numériques. C'est notre nouvelle émission, c'est la quotidienne des numériques. Tous les jours, nous décryptons et nous discutons en live un petit peu de la technologie. C'est le matin à 11 heures sur Twitch. Et puis tous les soirs, comme là, en fin de journée vers 18 heures, nous publions en fait le replay de l'émission et ce que vous regardez en ce moment, le condensé de l'actualité. Si vous n'avez pas le temps de regarder une émission de 1h30 en live, mais que vous 1h30, 1h30, vous pouvez rester, tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe. On vous a préparé ce petit condensé de quotidienne et vous allez voir, pour cette première édition, c'est bien chargé, mais on va prendre le rythme. Et justement, on parle de rentrée et pour la rentrée, on vous a préparé deux gros dossiers, des dossiers bons plans notamment. Les bons plans et les soldes de la rentrée, puisqu'ils existent et sont là en ce moment. On vous a répertorié tout ce qui se passe du côté de l'électroménager, l'électronique, la télé, la smartphonie, le gaming, l'informatique. Et le deuxième, c'est le Back to School. On vous a fait un guide d'achat pour essayer de vous équiper, notamment pour cette rentrée, avec des références qui sont dans des rapports qualité-prix intéressants pour démarrer l'année en douceur. Côté image et son, nous avons pas mal de tests pour vous. On commence déjà avec côté écouteurs, c'était un peu la hype de cet été, les fameux Ear One de la nouvelle marque Nothing. Est-ce que ces écouteurs intra-auriculaires avec un design très séduisant à moins de 100 euros sont à la hauteur? La réponse de Benoît en test. On a également testé avec Tanguy différents écrans. Il y a un écran Huawei 28 pouces 3,5, donc un ratio qui est assez spécial, et aussi avec une colorimétrie très très avancée, qui est arrivé dans nos labos. Réponse de Tanguy pour vous qui êtes intéressé par notamment la bureautique et aussi la retouche photo. Tanguy a également testé un écran que beaucoup de gens attendent, même s'il ne sera pas à la portée de tous et de toutes, un écran, le fameux LG G1, le 77 pouces. Est-ce qu'à plus de 3000 euros, on a la nouvelle référence des 77 pouces? Eh bien, peut-être bien. En tout cas, ça prend 5 étoiles. On terminera enfin avec une news, un écran qu'on n'a pas encore testé, mais que Tanguy aimerait vraiment bien tester. On a parlé de 3,5, on a parlé de 16 neuvième. Ici, c'est un écran 32 neuvième. C'est le fameux Odyssey G9 de Samsung qui passe en version mini LED, donc un rétroéclairage beaucoup plus performant et précis, mais une note qui passe de 1400 à 2200 euros. Tous les détails dans la news. Passons maintenant à un gros chapitre sur les smartphones et les tablettes, vu que c'est un peu le rattrapage de cet été. On a eu une grosse hype autour de Google, qui a enfin officialisé son Pixel 5a. Spoiler, il n'arrivera sûrement pas en France, mais il est plutôt intéressant. Et qui a aussi officialisé ses Pixel 6 et 6 Pro, qui eux arriveront certainement en France, mais on le sent à un tarif bien plus élevé. En tout cas, on a pas mal étudié l'intérieur et les potentiels de ces téléphones. Ils donnent très très envie, mais le revers de la médaille, c'est que les Pixels reviendraient vers le haut de gamme et quitteraient leur rapport qualité-prix assez intéressant dans lesquels ils s'étaient posés depuis 2 ou 3 générations. L'autre grosse discussion smartphone de cet été, c'était évidemment chez Huawei. On vous rappelle le géant chinois qui depuis est un petit peu sorti de l'écosystème Android et qui développe son propre écosystème, c'est Harmony OS. Ils ont montré leur téléphone très haut de gamme, le fameux P50 et le P50 Pro, des téléphones qui s'annoncent très très beaux, certainement performants notamment en photo, mais qui donc n'auront pas Android et qui, de manière étonnante, n'auront pas la 5G alors qu'ils possèdent et sont équipés de SoC de dernière génération. En tout cas, à voir, est-ce que comme le Pixel 5a, ce sont des téléphones qu'on regardera de loin et à distance? Pour l'instant, ils ne sont toujours pas officialisés en Occident. On termine enfin avec la grosse actu de cet été. C'était évidemment les annonces de Samsung côté téléphone. Il n'y avait pas que des montres, il n'y avait pas que des écouteurs. Il y avait aussi les nouveaux téléphones pliants. Le Z Flip 3 qui est actuellement dans nos labos est en test et le Z Fold 3 qui vient d'arriver également. Un téléphone un peu plus compact, beaucoup plus résistant, peut-être avec un meilleur appareil photo et enfin compatible avec un stylet. Est-ce que c'est le téléphone pliant de la maturité, sachant que le Fold 2 déjà était un sacré bond en avant par rapport au Fold 1. On espère avoir la réponse très vite. Kevin, Laure sont évidemment en train de faire les tests et on attendra aussi le test du Z Flip 3, l'autre téléphone pliant de Samsung qui a été annoncé en même temps, qui va arriver sur notre site dans quelques jours et surtout qui s'annonce à un tarif plancher. Alors attention, plancher, on parle de tarif plancher pour un téléphone pliant, moins de 1000 $ à l'annonce. On commence vraiment à attaquer les téléphones haut de gamme normaux et à voir
dans le futur, si on aura des générations encore moins chères. En attendant, on est très très impatient de vous donner notre avis sur ces deux téléphones très attendus. Toujours sur les tests de smartphones, Henri a testé le Vivo V21 5G. C'est un téléphone milieu de gamme qui a une spécificité, il a tout misé sur l'apparence. En gros, le capteur, c'est pas le Vivo 21, hein. Mais le capteur frontal de ce téléphone est un capteur de très haute résolution avec un double flash. Il est vraiment fait pour les vlogueurs, les vlogueuses ou les personnes qui sont fans de selfies. En tout cas, est-ce que ça le permet de se démarquer de la concurrence? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans son segment de prix autour des 400-500 euros. Réponse dans le test d'Henri. On termine enfin avec les smartphones, avec non pas une rumeur, mais une confirmation. Apple pensait bien à faire des téléphones plus petits dès 2010. On a retrouvé notamment un mail de Steve Jobs dans tous les mails qui ont été rendus publics par la justice américaine ces derniers temps. Et dans l'agenda des réunions de Steve Jobs et de ses lieutenants, il y avait un iPhone Nano. En 2010, le téléphone star de Apple, c'était l'iPhone 4. Et c'était déjà un iPhone qui était très petit au standard d'aujourd'hui, pas tant à l'époque, mais qui était vraiment très petit, c'est un écran 3,5 pouces. Et en tout cas, dans les cartons, on n'avait pas encore les téléphones plus grands que ce que deviendront les téléphones, les iPhone 5 et les iPhone 6, mais plutôt un iPhone nano auquel Steve Jobs tenait vraiment. En tout cas, l'avenir ne lui aura pas vraiment donné raison, puisqu'on vous rappelle que autant tous les téléphones ont largement grandi en termes de taille et de taille d'écran, et les téléphones compacts, dont l'iPhone 12 mini, ne sont pour l'instant pas vraiment des succès commerciaux. On passe maintenant à l'informatique, un peu aux entrailles de l'informatique, avec beaucoup de nouvelles du côté de chez Intel notamment. Régis, notre chef de service informatique, a couvert toutes les annonces, et des annonces, il y en a énormément. On vous rappelle que le fondeur américain est en retard depuis quelques années. Ils sont un peu à la traîne, durement concurrencés par AMD, par ARM, par Apple, par un peu tous les fondeurs et tous les concepteurs de chipsets, de processeurs, de CPU, de GPU. Eh bien, Intel vient d'annoncer un peu ses plans sur les 4-5 prochaines années. Ce sont des plans très très ambitieux. Déjà, reprendre la couronne de la performance des processeurs, annoncer notamment une architecture hybride avec le Alder Lake qui va arriver à la fin de l'année pour la première fois et qui est très 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 prometteuse. Montrer tout un programme, notamment autour du gaming, avec le programme Arc qui donnera des solutions logicielles et matérielles autour du gaming. Donc Intel arrive sérieusement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, sachant que ces dernières années, ça n'a pas été très très facile. On termine avec deux constructeurs de cartes graphiques. Le premier, c'est 3DFX. Pour les plus vieux et plus vieilles d'entre vous qui s'en rappellent, le constructeur historique des fameuses cartes Voodoo, eh bien, a annoncé son retour cet été. Et mince, petite déception, on n'aura pas un concurrent à Nvidia et à AMD, mais plutôt une marque qui va vendre un peu son nom pour faire des produits, genre des télés ou des smartphones, un peu comme l'ont fait Kodak ou Polaroid. Donc on ne s'attardera pas dessus, mais ce ne sera pas le retour des cartes Voodoo dans nos ordinateurs. On termine enfin avec le concurrent évidemment de l'époque, mais aujourd'hui le leader c'est Nvidia. Nvidia qui a annoncé des résultats trimestriels mirobolants, avec plus de 63% par rapport à ce qu'on s'attendait par rapport à l'année dernière. Des ventes évidemment au beau fixe, mais aussi Nvidia qui est pour l'instant sur un petit os de quelques dizaines de milliards de dollars. Je vous rappelle que l'année dernière, Nvidia avait annoncé le rachat de ARM à la banque SoftBank. Je vous rappelle que ARM, c'est la société anglaise qui crée un peu les plans et les licences pour les processeurs, les GPU, les fameux processeurs GPU ARM, et que tout le monde peut licencier pour les faire à sa sauce. Samsung le fait, Qualcomm le fait, Apple le fait, Microsoft le fait, Nvidia le fait. Nvidia a voulu racheter en tout cas ARM, et ça a fait lever beaucoup de sourcils chez la concurrence, mais aussi chez les autorités anti-concurrence, notamment celle du Royaume-Uni, qui pense dans sa conclusion d'enquête que le rachat d'ARM par Nvidia se ferait au détriment de la concurrence et donc des consommateurs. Et donc attention, pour l'instant, les autorités anglaises pourraient bloquer en tout cas leur achat de ARM par Nvidia. On passe maintenant au transport et on va commencer très rapidement avec les scooters. Je vous rappelle que nous testons beaucoup de scooters électriques et que nous avons enfin lancé notre comparatif. Donc très vite, vous allez sur le site et vous aurez, comme pour les voitures, désormais un comparatif de scooters électriques à mettre dans vos marque-pages. On revient justement maintenant aux voitures, avec des voitures très belles, des voitures, on va dire, impressionnantes, et des voitures, on va dire, moins belles, mais peut-être intéressantes. La première, c'est évidemment la Lamborghini, la LP800, qui est en fait l'héritière de la Lamborghini Countach, la légendaire voiture de sport italienne qui fête ses 25 ans. Eh bien, pour fêter ça, le constructeur italien a sorti sur la base de l'Aventador une voiture hybride
dont le design a beaucoup fait discuter. Est-il magnifique? Est-il rétro? Est-il trop sage? En tout cas, nous, on est très partagés à la rédaction. On vous laisse donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. On continue avec les voitures très impressionnantes, avec ce coup-ci un concept car de chez Audi, la Skysphere, qui est une sorte de coupé batmanesque avec des proportions pas possibles. Non seulement ces proportions sont pas possibles, mais elles sont variables, puisque cette voiture peut changer la longueur de son empattement, de sa longueur, la distance entre les roues, un peu à l'envie, selon la vitesse. Un concept aussi qui est partagé par un autre concept car de chez Renault. D'ailleurs, en parlant de Renault, Renault a montré aussi un concept car. C'est pas la même ambiance que la Skyfair de chez Audi. C'est le Renault Hippie Caviar Hotel. Alors, un nom assez incroyable pour une voiture moins incroyable puisque c'est un Renault utilitaire électrique qui a été un peu modifié pour en faire on va dire un petit van de déplacement. On vous rappelle que c'est très à la mode en ce moment, la fameuse van life. Mais en tout cas, un concept car très très sage, mais qui laisse augurer de l'utilitaire électrique de Renault qui arrivera l'année prochaine. En parlant de voitures utilitaires avec un design très très polarisant, on va revenir chez Tesla avec le fameux Cybertruck qui a été annoncé il y a quelque temps et qui ne va pas arriver tout de suite puisqu'on apprend que sa fabrication a été repoussée à 2022. Alors encore une fois, Tesla et Rotard, c'est un duo qui est plutôt iconique, on ne va pas s'affoler plus que cela, mais on vous rappelle qu'en tout cas le Tesla Cybertruck, malgré son design très 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 spécial, a attiré beaucoup d'attention et beaucoup de précommandes, avec des précommandes qui ont dépassé les centaines de milliers en quelques semaines. Donc on attend très impatiemment de voir ce que vaut cette voiture de chez Tesla et de mettre notre main dessus. Avant de mettre nos mains sur le Cybertruck de Tesla, on a enfin pu mettre nos mains sur le modèle Y de Tesla. C'est la fameuse déclinaison SUV de la Model 3 qui, je vous rappelle, est une voiture très populaire dans le monde et la voiture électrique la plus populaire en France. Un peu plus chère, un peu plus grande, un peu plus grosse. D'autres nouveautés? C'est Eric qui vous donne vos réponses avec un article et une vidéo de premier contact très 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 complète que je vous invite à aller voir. On quitte maintenant un petit peu le matériel, on va passer un petit peu du côté des coulisses des entreprises avec des histoires assez passionnantes, même si elles ne sont pas forcément très jojo. Aujourd'hui, dans nos amis, les GAFAM, les aventures des GAFAM, Apple, Google, Facebook. Chez Apple, une enquête assez passionnante de Vice qui raconte les relations de Apple avec un fuiteur, un leaker de données qu'Apple a essayé d'utiliser comme un agent double. Enfin, lui-même s'est proposé comme agent double, mais qu'Apple a essayé d'utiliser un peu gratuitement. Une histoire assez croustillante, mais qui raconte aussi un peu les coulisses de ce business et cette industrie de voler des informations à des entreprises pour essayer de les publier ensuite et faire de l'argent. Très intéressant, bonne lecture si vous maîtrisez bien l'anglais. On a sinon la traduction et la synthèse en français sur le site des numériques. Autre petit coulisses très intéressant, mais pas très jojo des GAFAM, on passe du côté de chez Google. Je vous rappelle que Epic a attaqué en procès Apple et Google pour les monopoles de leur store sur Android et sur iOS. Après avoir vu tous les coulisses et les mails chez Apple, c'est au tour du procès côté Google de s'ouvrir et de découvrir aussi un peu les techniques et les stratégies de Google pour maîtriser son écosystème. Alors je vous rappelle qu'en théorie, l'écosystème de Google, Android, est vu comme un écosystème extrêmement ouvert et libre à tous. On peut même créer son propre store. Mais dans les faits, Google mène une guerre assez rude contre les concurrents, et notamment les stores tiers, et va payer beaucoup d'argent des éditeurs d'applications et de jeux vidéo, voire des constructeurs de téléphones, pour qu'ils restent en exclusivité avec les solutions Google et en tout cas, par la force des choses, et indirectement et un peu discrètement, en fait, décapiter la concurrence et avoir un environnement qui n'est pas aussi ouvert qu'il voudrait le laisser croire. En tout cas, les derniers papiers et ce que The Verge a remonté notamment sur les mails sortis lors des procès sont très très intéressants sur les coulisses d'un Android qui n'est pas aussi ouvert que ça. On termine avec Facebook qui a été pris en flagrant délit de censurer beaucoup de choses. Ils ont peut-être censuré des chercheurs qui essaient de voir comment fonctionnaient les fausses informations, les fameuses fake news, en coupant leur compte tout simplement et en arguant qu'ils violaient peut-être des règles d'utilisation de Facebook et qui pouvaient notamment compromettre l'utilisation des utilisateurs en général. C'est pas très jojo, la version avancée par Facebook n'est pas partagée par tout le monde et Facebook a dû ensuite peut-être faire un petit communiqué pour un peu rétro-pédaler. Autre personne que Facebook a censuré, Facebook eux-mêmes. Je vous rappelle que Facebook est un peu sur le grill des autorités ces derniers temps et qu'ils sont assez scrutés. Et ils ont voulu publier, notamment au premier trimestre 2021, un rapport de transparence sur leurs activités et comment fonctionnait Google. Eh bien, ce rapport de transparence les mettait tellement mal et était tellement critique envers eux qu'ils ont décidé de le censurer, de ne pas le publier. En tout cas, le New York Times a réussi à retrouver ce rapport
qui montrait notamment que l'article le plus diffusé et le plus mis en valeur sous Google au premier trimestre 2021 était évidemment un article qui était contre la vaccination ou sceptique à propos de la vaccination. Depuis, Facebook a sorti un autre rapport de transparence sur comment il fonctionne. Et évidemment, méga surprise, ce rapport est un peu plus flatteur par rapport à leurs efforts et à leurs coulisses. On reste dans le coulisses des grandes entreprises et des grandes plateformes, mais ce coup-ci avec un sujet très très spécifique, c'est évidemment le sexe. Et vous allez voir, c'est pas simple du tout. On commence avec Apple qui a décidé ces derniers temps, qui ont annoncé différentes 3 mesures pour lutter contre la pédocriminalité. Et sur ces 3 mesures, une des mesures fait énormément de bruit et énormément de débat. C'est le fait que Apple va scanner les photos dans les appareils Apple, notamment l'iPhone et l'iPad, pour voir si certaines photos matchent avec des datasets d'images qui sont utilisés par des organismes de lutte contre la pédocriminalité. Alors, derrière cette bonne intention, il y a évidemment un autre débat qui est celui de la vie privée qui a été levé. Et depuis, pour Apple, on a sorti les rames dans tous les sens, des très très belles rames en céramique et en Gorilla Glass avec de l'aluminium et de l'acier trempé, c'est très beau, c'est des rames Apple. Mais en tout cas, ça reste des rames puisque Apple a du mal à expliquer les subtilités de ces initiatives. Et donc, on a vu notamment Craig Federighi, qui est le big boss du software chez Apple, qui a dû venir faire des interviews pour expliquer qu'il faudrait un certain nombre d'images pour déclencher une alerte chez Apple, que notamment ces recherches se feront 100% dans votre téléphone, elles seront 100% en local et anonymisées comme le sont le reste des utilisations, notamment de scan et d'IA chez Apple, contrairement à d'autres fabricants et d'autres marques et d'autres plateformes. Mais en tout cas, ça n'a pas calmé les critiques, avec notamment 90 associations de droits de l'homme qui critiquent la démarche d'Apple, des chercheurs qui ont réussi à trouver et à reproduire le système d'Apple de scan anonyme et qui y trouvent beaucoup de défauts. Et enfin, une enquête de Stratechery, qui est un blog tech très avancé, qui explique que si vous avez des photos sur votre iPhone, le scan d'Apple sera anonyme et local, mais si vous avez uploadé notamment vos photos sur iCloud, qui est le service de cloud d'Apple, et bien à ce moment-là, le scan ne sera plus du tout anonyme de la part d'Apple et les autorités auront directement accès au serveur, au data center d'Apple. Donc, une initiative évidemment louable et noble pour une cause très importante, mais derrière une exécution, une communication qui est très 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 compliquée. Dans le même genre, nous avons OnlyFans, une plateforme qui s'est fait connaître ces dernières années très très vite. C'est une plateforme de créateurs et de créatrices de contenu avec un système de paiement à l'entrée et qui évidemment a attiré beaucoup de travailleurs et de travailleuses du sexe. Donc on les connaît bien, évidemment en théorie. Mais OnlyFans donc, a fait fortune avec beaucoup de camboys, de camgirls, etc., de striptease et autres contenus pornographiques, et bien soudainement a annoncé il y a quelques jours faire machine arrière et depuis ils vont interdire beaucoup de contenus qu'ils jugent illégaux ou sortant de leurs conditions d'utilisation. Alors derrière cela, il y a une envie évidemment d'OnlyFans de protéger leurs utilisateurs, protéger leurs travailleurs et leurs membres, mais évidemment, pareil, beaucoup de critiques s'élèvent parmi les chercheurs et les médias, et notamment une enquête de la BBC montre que depuis très longtemps, OnlyFans était au courant que du contenu illégal ou limite circulait sur ces plateformes, mais que évidemment c'était très rentable pour eux et qu'ils avaient une modération très 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 laxiste pour dire les choses poliment. On a aussi une enquête de Engadget qui montre que OnlyFans, comme beaucoup de plateformes qui ont fait fortune avec le sexe, eh bien, s'ils veulent vraiment grossir et passer à d'autres niveaux d'investissement et de déploiement et de scalabilité, eh bien, doivent aller taper de l'argent chez des gros investisseurs, des grosses banques. Et les gros investisseurs, les grosses banques, pour eux, le sexe, c'est un non et ils ont des vues très anti-sexe et travailleurs du sexe. C'est donc un peu la manière de Tumblr à une époque ou la manière de Patreon. Dès que des plateformes atteignent une certaine taille, eh bien, il faut qu'elles rentrent un petit peu dans les rangs pour toucher l'argent, toucher les gens, toucher les plateformes, toucher une sorte de diffusion. Et OnlyFans ne serait que la énième plateforme à subir un peu ce destin. En attendant, on verra ce qui se passera et si d'autres plateformes vont prendre le relais d'OnlyFans pour les travailleurs du sexe et si d'autres technologies, notamment la crypto-monnaie, vont permettre de se passer des investissements et des banques. En tout cas, en attendant, il y a une énorme grogne qui se fait du côté d'OnlyFans. On termine enfin côté plateforme et côté rapport un peu contrarié avec le sexe, avec Google, qui vient d'interdire aussi sur le Play Store toutes les applications qui s'appellent du sugar dating. En gros, ce sont des applications de rencontres entre des personnes qui offrent leur corps ou leur compagnie contre de l'argent et des gens qui veulent de la compagnie ou qui veulent des services sexuels contre de l'argent, les fameux sugar daddy ou sugar mummy. Et pour ça, il y avait des apps pardon,
qui s'appelaient des apps de sugar dating et qui seront retirées tout simplement de la part de Google. Je n'ai pas trop besoin de rentrer dans les spécificités et les nuances parce qu'il n'y en a pas ce coup-ci. On termine enfin avec la dernière section de cette quotidienne condensée avec des choses qui se passent un peu dans le futur. On va se projeter un petit peu et on va commencer avec les batteries. Alors tout de suite, je vous ai dit qu'on se projetait dans le futur, les batteries, c'est pas très sexy. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. En un, sur les numériques, on va bientôt tester les premières piles au lithium, puisque je vous rappelle que la plupart des piles sont plutôt alcalines. Eh bien, on a des piles qui sont conçues comme des batteries au lithium qui arrivent avec des grosses promesses en termes de performance, mais aussi des gros challenges en termes de rapport prix contenance. Donc avant, en tout cas, si les piles alcalines sont mortes, mais le lithium-ion qui va venir les concurrencer. De l'autre côté, le lithium-ion, qui lui-même est un peu partout, est en train d'être concurrencé par d'autres technologies de batterie. Et on a vu avec les confrères notamment de Cori, des technologies à base de fer et à base de sel aussi, pour créer des batteries avec des usages assez spécifiques. Mais encore une fois, on sent bien que demain, l'électrification du monde entier va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de batteries. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de matériaux et pas beaucoup de certains de métaux. En tout cas, on voit qu'on est en train d'essayer de chercher beaucoup d'alternatives. En parlant d'alternatives, d'écologie, de technologie, on va aussi faire un petit point rapide sur une nouvelle technique et un nouveau business de recyclage d'aimants de disques durs de data center. Ça a l'air assez pointu, mais on s'est rendu compte que pour créer des aimants de disques durs, notamment mécaniques, il fallait beaucoup de métaux rares qui deviennent très compliqués à trouver et de plus en plus chers. Et qu'en fait, eh bien, ces métaux rares, ils sont dans des aimants qui eux-mêmes sont dans des disques durs qui eux-mêmes ne servent plus à rien, puisqu'il existe des millions et des millions de disques durs dans des data centers notamment, qui sont laissés à l'abandon. Et des entreprises, soutenues notamment par Google, sont en train de dépioter tranquillement des data centers pour récupérer, recycler et revendre ces aimants de disques durs. On n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas le business model. Enfin, et pour terminer sur un futur qui ressemble un peu plus sur le futur de nos films et de nos séries télé, on va parler de robots avec 3 robots aujourd'hui. Le premier, c'est le CyberDog de Xiaomi. S'il ressemble au Spot de Boston Dynamics, c'est pas du tout une coïncidence. En tout cas, Xiaomi va présenter ce robot intelligent qui se veut être un compagnon de demain. On avait vu il y a quelques temps dans les revues de presse, notamment il y a quelques mois, un petit robot pas cher de chez Unitree aussi qui coûtait quelques milliers de dollars, là où un Spot de Boston Dynamics en coûte plus de 70 000. Mais on va avoir de plus en plus ces héritiers de l'Aibo de Sony peut-être arriver et devenir des compagnons ludiques ou des compagnons utilitaires pour transporter des choses, par exemple. En tout cas, Xiaomi est en train de dégainer avec ce CyberDog. Justement, on parlait du Spot de Boston Dynamics. C'est pas le Spot qui a été mis sous les spots aujourd'hui, c'est Atlas, l'autre robot de Boston Dynamics. Je vous rappelle, Atlas, c'est le robot bipède de Boston Dynamics qui ressemble un peu plus à un humain et qui, depuis des années, essaye d'évoluer. Alors au début, il essayait de marcher, il essayait de grimper des marches, il se faisait embêter par les ingénieurs de Boston Dynamics qui le poussaient. Et là, la dernière vidéo, évidemment, c'est une vidéo purement Boston Dynamics, puisqu'on est émerveillé et puis un petit peu effrayé, puisqu'on voit ces robots qui désormais sont capables de faire du parcours, sauter de plateforme en plateforme, faire des saltos arrière. C'est absolument incroyable. C'est incroyable, mais ça n'arrivera pas demain dans notre quotidien, puisque de l'aveu même de Boston Dynamics, les robots bipèdes à forme humanoïde n'ont que peu de chances vraiment d'arriver efficacement dans le commerce, puisqu'ils coûtent très très cher à développer. C'est compliqué de se balader à 2 pattes par rapport à 4 pattes. C'est moins stable et il y a vraiment très peu d'intérêt. Et Atlas sert plus de vitrine pour Boston Dynamics pour montrer ce qu'on sont capables de faire, notamment avec ce type de robot dans des contraintes que sont faire des cabrioles ou se déplacer avec juste 2 pattes. En tout cas, ça n'a pas découragé Tesla, qui a présenté également un concept de robot qui s'appelle TeslaBot ou Optimus, selon Tesla, selon les versions. En tout cas, c'est un robot que Tesla voudrait commercialiser un jour, un robot très petit, très compact et qui emprunterait un peu tous les progrès que Tesla a fait sur la conduite autonome de leur voiture. Donc en gros, ce que dit Elon Musk, qui dit on est tellement avancé en intelligence artificielle qu'on va eh bien, écoutez, transformer nos voitures en robots, ça va être simple. Petit problème, c'est que déjà, l'intelligence artificielle de Tesla, et notamment le FSD, le Full Self Driving, c'est pas encore vraiment au point chez Tesla, même si ça fait 5 ans qu'ils nous le promettent. 2, je vous le rappelle encore une fois, une forme humanoïde, c'est vraiment galère en vrai pour un robot par rapport à une forme à quadripède ou une forme avec des roues. 3, le robot qu'ils ont présenté, c'était un mec qui était déguisé dans un cosplay de Ultraman avec une tenue en lycra moulante. Et le robot final, qui ne devrait mesurer que 1,70 m de haut, il est beaucoup plus compact qu'un Atlas de Boston Dynamics, qui déjà lui est énorme et très compliqué à mettre en place. J'ai un peu de mal à voir le Tesla Bot arriver un jour dans nos vies, ou alors il sera très très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. En tout cas, vous le savez, que serait une journée tech sans une promesse un peu fofolle,
un peu bullshit, mais qui fait un peu rêver aussi de la part d'Elon Musk. C'est la fin de cette première quotidienne condensée les NUM. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver sur notre chaîne la version complète, le replay complet de ce matin. On se donne rendez-vous demain à 18 h si vous voulez voir ce condensé, demain à 11 h du matin si vous voulez participer à l'émission complète. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, faites tourner le mot. J'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'on se retrouvera dès demain. À très vite.